Pourquoi Ah, c'est bon, c'est bon. Salut à tout le monde. Nous allons tout de suite essayer d'analyser, décortiquer sur le gouvernement de Madame Souminois. Le gouvernement de Madame Souminois qui a été investi hier par l'Assemblée nationale. C'est un gouvernement de 54 membres, si je ne m'abuse pas. Et le programme de Madame Judith et son gouvernement a été présenté à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a jugé utile d'investir Madame Judith, qui a trouvé que son programme était convaincant pour 2024 à 2028. Déjà, là c'est notre sujet que je viens de vous présenter. Mais je vais ici présenter les faits tels que présentés par Madame Judith Souminois. Le budget, il est au total, le budget quinquennal s'élève à 277 000 milliards de francs congolais, soit 92 milliards, 2 millions de dollars américains. Et ce budget, selon Madame Judith, ça sera financé en ressources étatiques et non statiques. C'est quoi les ressources étatiques et non statiques? On va y revenir. Comprenez, nous sommes juste en essai et il faut régler certains détails techniques pour vous donner une image de qualité. Voilà. Nous sommes un peu en essai, comme je l'ai dit, et quelques caprices techniques que nous sommes en train de régler. Je vous ai dit tantôt que le budget, le programme de Madame Judith Souminois s'élève à 277 milliards de francs congolais, soit 92 milliards, 200 millions de dollars américains qui seront financés en ressources étatiques et non statiques. Et voici les piliers. Premier pilier. Déjà en gros, Madame Judith a présenté un budget avec 6 piliers. Donc voici. Le premier pilier, c'est la création des emplois. Création des emplois et protection du pouvoir d'achat des ménages. En stabilisant les taux de change, 81 milliards de francs
congolais pour 5 ans. Deuxième pilier, la sécurité des populations et leurs biens. La protection du territoire national, soit pour un budget alloué de... Voilà. Donc, comme vous le voyez dans notre thème, quel est votre avis avec le gouvernement de Madame Judith Soumine? Vous pouvez toutefois nous envoyer quelques commentaires pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et je vais d'abord vous lire tous les programmes et après on vous donnera notre analyse et avis. Comme je l'ai dit, ce budget a 6 piliers. Le premier pilier a 81 milliards de francs congolais pour 5 ans. Ce pilier s'intitule la création d'emplois, de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange. Le deuxième pilier, ce pilier a un budget de 55 milliards de francs CFA, de francs congolais pour les 5 prochaines années. Et l'intitulé de ce pilier, c'est la sécurité des populations et leurs biens, la protection du territoire national. Troisième pilier, ce pilier a 41 000 milliards de francs congolais pour les 5 prochaines années, comme toujours. Il s'intitule l'aménagement du territoire. Le quatrième pilier, lui, il a... Non, le troisième pilier, vous m'excusez, c'est 69 milliards. Et le quatrième pilier qui a 41 000 milliards, ce pilier s'intitule l'accès aux services sociaux de base. Cinquième pilier, c'est le renforcement de l'efficacité des services publics. Salut Thierry, merci beaucoup, je suis très attentif aux commentaires. Vous pouvez m'écrire toutes les fois, merci. Le renforcement de l'efficacité des services publics avec 13 000 milliards pour les 5 prochaines années. Le sixième pilier et le dernier, c'est gérer durablement l'écosystème de la RDC avec près de 14 000 milliards pour les 5 prochaines années. Voilà. Chers spectateurs, ici j'aimerais vous préciser que Madame Judith Soumine a été nommée par ordonnance présidentielle comme Premier ministre de la RDC. Et après la sortie officielle de tous les membres du gouvernement nommés par le président de la République par ordonnance présidentielle, le gouvernement de Madame Soumine a présenté son programme devant l'Assemblée nationale qui a eu l'honneur de traiter ce programme du gouvernement et a déclaré recevable et enfin investi Madame Judith Soumine. Le gouvernement a été investi pour ce projet dont Madame Soumine a présenté. C'est un projet qui a 6 piliers comme je le dis. Mon analyse, en fait, je vais vous montrer quelques détails qui me rend un peu triste. Qui me rend un peu triste de manière que je n'arrive pas à comprendre, dans un pays de 100 millions d'habitants, dans le premier pilier déjà, Madame Judith nous dit déjà qu'il va créer plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange.
Je suis d'accord avec lui, avec elle et son gouvernement. Bien sûr qu'on a besoin des emplois et on a besoin que les taux d'échange puissent être stables. Mais je ne crois pas à quel mécanisme le gouvernement va créer des emplois. Déjà, le problème avec ces piliers, c'est que on lui a alloué 92 000 milliards pour les 5 prochaines années. C'est vrai que ce programme, je n'en ai pas avec moi dans tous ces détails, mais déjà, en gros, les piliers, elles devraient déjà nous donner l'image claire de ces programmes, l'image claire des ambitions de ce gouvernement. C'est vrai, une fois de plus, je trouve ça comme une promesse. Comme d'habitude, on est habitué avec M. Félix Tshisekedi avec des promesses fallacieuses, juste pour amadouer le peuple. Parce que moi, depuis qu'il est au pouvoir, jusqu'à maintenant, je ne sais pas si quelqu'un connaît une seule société, je dis bien une seule société, créée par ce gouvernement. Ou soit le gouvernement passé avec, que ce soit Ilunga Ilunkamba ou monsieur, notre ancien Premier ministre, en fait, j'oublie un peu le nom, Sama Lukonde. Ils n'ont jamais créé un seul emploi. Mais déjà ici, Madame Souminoua, moi hier je l'ai suivi, je suis un peu inquiet. L'argent qui est alloué à ces piliers, moi je trouve que c'est un moyen que le gouvernement, ou soit, mais c'est ce qu'il veut seulement trouver un moyen crédible pour détourner l'argent du trésor public. Parce que je vais vous expliquer comment on crée les emplois. Ce n'est pas que l'État il vient, il dit non, moi je mets 100 millions, je vais créer des emplois. Non, ce n'est pas ça l'erreur de l'État. L'erreur de l'État, c'est de créer un climat propice, un climat qui puisse être agréable, un climat qui puisse être sain, pour permettre les fils du pays, les investisseurs étrangers, de venir investir dans notre économie. Maintenant, 5 années passées que M. Tshisekedi a sillonné le monde entier pour chercher les investisseurs. Déjà, avant d'allouer 2 000 milliards pour les 5 prochaines années, il devrait d'abord nous présenter, il devrait d'abord faire un bilan sur ce qu'il a fait, tous ces voyages, il a ramené combien d'investisseurs, ils ont créé combien d'emplois. Par rapport aux emplois qu'ils ont tiré en fait beaucoup d'emplois. Moi je connais les sociétés égales par exemple a fermé à cause de, comment je peux appeler ça, c'est juste le banditisme financier des dirigeants en place. Maintenant, ici, vous allez comprendre avec moi que ce sont des promesses fallacieuses. Ça n'existe pas, ces emplois qui seront créés massivement. Parce qu'on doit nous démontrer par quel mécanisme qu'ils vont créer ça. Ils vont créer des sociétés, par exemple, comme Mata Tampono l'a fait, il a créé Transco, il a créé Congo Airways, et tant d'autres sociétés. Il a créé Bukangalonjo, même si ça n'a pas marché. Si Madame Toulouka nous présente un programme, un projet pareil, je pouvais croire qu'il peut créer des emplois. Déjà là, je doute un peu. Je viens au deuxième pilier. Ce pilier, c'est pour la sécurité de la population et leurs biens, la protection du territoire national. Chers compatriotes, lorsqu'on parle de la sécurité de la population et leurs biens, si je comprends bien, à mon avis, il s'agit bien de la police.
c'est les services qui s'occupent de la sécurité de la population et leurs biens. Mais s'il s'agit, lorsqu'on parle de la protection du territoire national, là, c'est l'armée. Alors maintenant, les budgets pour les 5 prochaines années, c'est 55 milliards. Déjà, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on devrait d'abord savoir, les 5 années passées, on a alloué combien à cette police et l'armée? Parce que déjà, on sait que cette armée ou cette police est incapable de protéger et de sécuriser les personnes et leurs biens et de protéger le territoire national qui est devenu une zone de marche et de santé de tous les groupes rebelles qu'on connaît. Donc, il fallait faire une évaluation objective à ce pilier pour savoir que les montants qu'on va allouer pour les 5 prochaines années, parce que s'il faut prendre 55 milliards de francs congolais divisé par 5, ça nous donnera que 11 000 milliards pour l'armée et la police, je dis bien, sur l'étendue nationale de 2 345 000 km². Alors, si on est sérieux, on ne peut pas faire des choses pareilles. Si vraiment on aime la RDC. Mais puisque c'est un budget, c'est une projection, mais cette projection devrait être conséquente par rapport à nos besoins. Parce que déjà, il faut savoir que les budgets, on le fait par rapport aux besoins. Les besoins qu'on a aujourd'hui par rapport à notre sécurité, moi je peux dire que ce sont des besoins qui peuvent aller même au-delà de tout ce que nous avons comme ressources dans le trésor public pour chaque année. Si nous sommes capables aujourd'hui de mobiliser 10 milliards, moi je me dis les 10 milliards nous aideraient que pour la sécurité, pour notre sécurité et la défense. Pourquoi? Parce que ce secteur, il est tellement important que si on n'arrive pas à sécuriser le territoire national, c'est qu'on ne peut pas profiter de nos richesses, on ne peut pas profiter de nos minéraux, on ne peut pas vaquer librement à nos besoins et occupations. On ne peut pas non plus prétendre dormir et se réveiller en paix. Voilà pourquoi ce secteur est tellement important que moi, je juge ce budget alloué à ce secteur pour les 5 prochaines années, je les juge insignifiant. Pas seulement insuffisant, mais vraiment insignifiant. Ça, c'est du mépris. Parce que le caractère congolais aujourd'hui, c'est que nous sommes un pays violé, un pays, je ne peux pas seulement dire en guerre, mais les termes vraiment me manquent pour caractériser ce que nous vivons réellement en RDC sur le plan sécuritaire et défensif. Je passe au troisième pilier, l'aménagement du territoire. Regardez, on alloue 69 000 milliards à l'aménagement du territoire pour les 5 prochaines années. Merci. Ce troisième pilier, c'est vrai qu'il est important que le Congo puisse aménager son territoire, créer les zones économiques, créer une atmosphère qui va favoriser le peuple d'investir un peu plus dans l'habitat, et ça va aider aussi le Congo d'éviter l'exode rural. C'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, par rapport aux besoins que nous avons sur le territoire national, les 69 milliards, ça peut suffire ou ça peut être peu. Si vous les divisez par 5, nous avons presque 14 000 milliards de francs congolais par année. Mais le problème avec ce pilier, comme je l'ai dit tantôt au premier pilier,
Et au deuxième, c'est que ces deux piliers, ce sont des zones d'ombre. Pourquoi j'appelle ça des zones d'ombre? Ce sont des choses qui n'inspirent pas confiance. Personne ici ne peut me dire avec certitude que ce gouvernement va réellement affecter cette enveloppe à l'aménagement du territoire. Et cette enveloppe va réellement servir aux besoins d'aménager le territoire national. Alors, les soucis se posent où? Les soucis, ils se posent au niveau où on n'a pas des idées claires, on n'a pas une vision claire et on n'a pas la confiance à certaines affectations qu'ils vont supposer faire à ce secteur-là. Parce que pour beaucoup, les secteurs, pour beaucoup de personnes, peut-être moi je connais, mais pour beaucoup de personnes qui vivent au Congo, ils ne connaissent pas réellement c'est quoi le rôle de ce ministère qui est l'aménagement du territoire. Alors, je donne une brève explication pour que les gens comprennent là où les problèmes se posent, là où moi-même j'ai des doutes par rapport à la réalisation de ceci. Donc moi je trouve ça déjà c'est comme si ce gouvernement a déjà créé des poches qui vont lui permettre de lapider l'argent du trésor public. Je m'explique. L'aménagement du territoire, c'est que si par exemple, on a vu beaucoup de markets avec M. Tshisekedi. On a vu le market par exemple de Fachi City, une ville qui s'appellerait Fachi. Et cette ville-là a été présentée sur beaucoup de markets. Pour un exemple concret sur le travail d'aménagement du territoire, si on nous présente un tel projet de Fachi City par exemple, mais le problème c'est qu'avant de construire cette ville, il faudrait d'abord que l'aménagement du territoire puisse se faire. C'est-à-dire qu'on puisse aménager le territoire sur lequel sera bâti Fachiville. Maintenant, vous et nous, on se pose des questions. Moi, personnellement, je me pose des questions pour savoir. Je me pose des questions pour savoir sur quel territoire, c'est quel territoire que ce gouvernement prévoit d'aménager, c'est quel territoire qu'il prévoit d'aménager et affecter ces 69 000 milliards les 5 prochaines années. Parce que rappelez-vous que l'aménagement du territoire ici, il a plus de budget que la sécurité et la protection du territoire national. Déjà, la protection des personnes et leurs biens, plus la protection du territoire national, on l'a alloué un budget moins important que l'aménagement du territoire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si je peux classer des points de vue prioritaires entre l'aménagement du territoire et la sécurité nationale, nous savons tous que nous sommes soi-disant un pays attaqué. C'est-à-dire que déjà dans nos ambitions, nous avons déjà la volonté de se défendre ou de bâtir une force capable de nous défendre, de nous sécuriser. Mais pourquoi on doit allouer à cette armée, à cette police, peu de moyens que l'aménagement du territoire? Où est la priorité entre l'aménagement du territoire et la sécurité nationale? Je vous montre seulement quelques points, à vous d'analyser et de comprendre si votre gouvernement il est responsable ou irresponsable. Je passe au quatrième pilier. L'accès aux services sociaux de base, c'est 41 000 milliards pour les 5 prochaines années, soit 8 000 milliards chaque année. Chers compatriotes,
quand vous êtes Congolais, peut-être si vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, vous pouvez comprendre c'est quoi réellement l'accès aux services sociaux de base. Mais quand vous êtes au Congo, dites-moi un peu, c'est par quel mécanisme ce gouvernement va vous donner l'accès aux services sociaux. Les services sociaux sont la santé, l'éducation et tant d'autres. Peut-être que nous avons des gens qui meurent de faim dans ces pays. Donc tout ça, ça fait l'ensemble du service social. Moi, je me pose la même question. Par quel mécanisme? Déjà, nous savons que le traitement n'est pas gratuit au Congo. L'école, il n'est pas gratuit. Personne ne vous trompe. Même quand on dit gratuité de l'enseignement primaire, il y a toujours quelqu'un qui finance. Donc, quand l'État finance, on ne peut pas dire que c'est gratuit. Et bien, quand bien même l'État finance à moitié, mais il y a des enseignants qui sont encore non payés aujourd'hui. Il y a des écoles qui n'ont pas de bancs. Et tout ça, ça ne permet pas de faire un chantage là-dessus, de dire que l'accès aux services sociaux de base sera garanti avec ces budgets. Parce que les mécanismes mis en place par le gouvernement précédent ne permettent pas de nous garantir que cet argent-là sera réellement affecté aux services sociaux de base. Nous savons dans quel état est nos hôpitaux, nos écoles et tout consort. Dans certains contrées, il n'y a même pas des hôpitaux. Et quelques dispensaires, on y trouve, sont mal équipés. Et il n'y a pas de personnel soignant qui soit quand même bien formé pour ce travail-là. Parce que la santé, on ne peut pas badiner avec la santé des humains. Donc, moi je trouve ce pilier vraiment flou et incompris. Peut-être que la Première ministre pourra nous expliquer un peu plus dans le détail par des points de presse et tout consort, pour qu'on lui pose des questions concrètes, qu'il nous démontre que l'accès aux services sociaux de base au Congo va se faire pour la première fois dans son gouvernement. 6e pilier, le renforcement de l'efficacité des services publics. 13 000 milliards pour les 5 prochaines années. Chers compatriotes, vous allez m'excuser avec les termes que j'utilise. Je trouve une fois de plus ce gouvernement, pardonnez-moi le terme, c'est un gouvernement de voleurs. Pourquoi un gouvernement de voleurs? Parce que je vous ai dit déjà avec les premiers piliers, ils ont créé des hypothèses pour leur permettre de décaisser l'argent du trésor sans que cela puisse servir à la cause. Regardez le Congo aujourd'hui, comme de la façon dont vous connaissez le Congo. Dites-moi un peu, par quel mécanisme l'État peut renforcer l'efficacité des services publics? Il y affecte des moyens, bien sûr. Mais si on veut que le service public soit efficace, moi je pense qu'il faut les équiper, il faut former le personnel, faire le recyclage, mais aussi penser aussi au salaire, au prix. Parce que le salaire de l'agent public congolais, il est médiocre. Il est très médiocre. Dites-moi un peu, avec les 13 000 milliards pour les 5 prochaines années, c'est ça qui va permettre réellement de renforcer l'efficacité des services publics dans le 2 345 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est le sabotage, peuple congolais. C'est un sabotage. Quand on parle de service public, on voit l'agent public, les fonctionnaires de l'État, les communes, les territoires, les secteurs,
les groupements, les villages. Dis-moi un peu, moi je ne comprends pas la Première ministre, quelle sorte de projet qu'il nous a présenté. C'est un projet mensonger. Je suis très triste pour elle parce que elle est entrée un peu dans le tshisekedisme, parce que depuis qu'il est là, nous sommes habitués aux promesses inutiles. Nous sommes habitués à quelqu'un qui parle beaucoup sans rien faire. Mais jusque maintenant, je sais qu'il peut nous regarder en face et reconnaître qu'il n'a rien fait jusqu'aujourd'hui. Mais comment on peut expliquer que déjà nous avons des bureaux de l'État dans certaines villes ou communes ou villages. Déjà, ça n'existait pas. Nous avons même les chefs de territoire qui ne sont pas payés, les chefs de secteur qui ne sont pas payés, et leurs agents qui ne sont même pas reconnus par l'État, parce qu'ils travaillent, mais l'État ne leur donne pas de numéro matricule déjà, et l'État ne leur paye pas non plus. Dis-moi un peu comment on va faire pour renforcer l'efficacité de ce service-là. Par quel mécanisme? Parce que si on veut renforcer l'efficacité, comme moi je l'ai dit, il faut former ces gens. Vous les formez, vous équipez les bureaux de l'État, les infrastructures, vous construisez les infrastructures, ou soit vous faites le travail, mais il faut beaucoup plus penser aussi aux ressources humaines. Ces gens-là doivent être payés, bien payés, parce que dans le monde entier, le meilleur employeur, c'est l'État. C'est l'État qui est le meilleur employeur. C'est-à-dire que l'État, il doit penser à payer ses travailleurs, et bien payer d'ailleurs. Là, moi, je ne crois pas avec 13 000 milliards dans les 5 prochaines années. Si je divise par 5, ça me donne que 2,800 000. Donc, ça ne me rassure pas que ce montant-là, et ça ne me rassure pas que le montant sera réellement affecté au service public. Donc, ça me montre directement que ces gens-là, ils ont créé ces piliers pour détourner l'argent de l'État. C'est à vous de regarder. Vous allez voir dans les 5 prochaines années si, lorsque vous alliez faire une démarche pour obtenir, par exemple, certificat de mariage, si vous faisiez par exemple 2 mois, on verra si la durée sera raccourcie à 2 jours ou 3 jours. On verra. Parce qu'ils doivent nous présenter au moins que les services de l'État a été rendu efficace après les 5 prochaines années. Voilà. 6e pilier et le dernier, gérer durablement l'écosystème de la RDC. 13,900 milliards pour les 5 prochaines années. Encore une fois de plus, les mêmes problèmes, comme je l'ai dit. C'est un budget, vraiment un budget des aventuriers. Un programme non cohérent, un programme fallacieux, un programme qui ne nous aide pas à avoir de la certitude pour les 5 prochaines années. Mon seul regret est que le peuple congolais a donné la gestion de son pays aux aventuriers. Moi, je ne peux pas comprendre la RDC qui est aujourd'hui le cœur du monde. Nous avons les bassins du Congo, les forêts du bassin du Congo, nous avons le fleuve Congo, nous avons des ressources et des eaux douces. Comment nous devons encore pour gérer durablement cet écosystème? La Première ministre nous propose d'investir 14 000 milliards de francs congolais. C'est honteux. Je vais vous dire pourquoi c'est honteux. Normalement, si ce gouvernement et ces gens étaient un peu plus sages,
Et s'ils étaient techniques, c'est nous, au contraire, qui allons gagner de l'argent avec les forêts des bassins du Congo, avec le carbone, avec les eaux douces et tout ce qu'on a comme écosystème. C'est vrai que pour les gérer, il faut des moyens. Mais nous avons les mécanismes les plus courants qui nous permettent de gérer nos forêts. C'est l'ICSN, l'Institut congolais de conservation de la nature. Et je vous informe que l'ICSN n'est pas financé par l'État. L'ICSN, il est financé par la Banque mondiale, FMI, Banque mondiale et des organismes internationaux. Il n'est pas financé par l'État. Mais l'État, il va utiliser cet argent pour quel but? Moi, je me demande. Vraiment, c'est très décevant. Moi, j'attendais beaucoup de Madame Judith, mais en voyant seulement les 6 piliers et les intitulés qu'il a donnés aux 6 piliers, je me pose déjà des questions sur la certitude. Est-ce que je dois réellement attendre quelque chose de ce gouvernement? Je me dis non, parce que déjà, elle n'est pas cohérente avec la présentation de son programme. C'est vrai qu'il a dit des choses, il a bien parlé devant leur majorité qu'ils ont créée, mais moi, elle ne m'a pas convaincu. Parce que déjà, les programmes, tous les piliers, je ne vois pas un seul pilier qui est crédible ici. Quand je dis crédible, c'est-à-dire que si on nous dit 6e pilier, 14 000 milliards pour gérer durablement l'écosystème. Alors, si c'était crédible, j'allais me dire oui, c'est cohérent. Ce gouvernement va donner 14 000 milliards à l'ICSN pour gérer nos forêts. Mais moi, je connais déjà et je vous informe en tant que journaliste d'investigation que l'ICSN n'a jamais été financé par le gouvernement congolais. Au contraire, l'État congolais est en train de vendre encore nos réserves de forêts aux Chinois qui sont en train de couper du bois, faire du commerce du bois. Maintenant, Mme Toulouka doit nous expliquer par quel mécanisme qu'elle va déverser 14 000 milliards pour les 5 prochaines années. C'est ça que je vous ai dit, des zones d'ombre. Ce sont de l'argent qu'il a prévu pour être détourné. Voilà mon analyse par rapport aux 6 piliers. Et le budget, si peut-être on aura ces programmes dans les détails, on ne manquera pas de faire un petit rappel. Mais jusqu'ici, je n'ai trouvé aucun pilier qui puisse me rassurer que l'argent alloué à ces piliers-là va réellement servir à la cause. Déjà, comme je l'ai dit, création de plus d'emplois. Vous imaginez un peu, ça donne même la bassesse. Votre gouvernement, l'hiver, vous présente le premier pilier, il dit la création de plus d'emplois et la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange. C'est honteux. Hein? C'est honteux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des écontermes qui vont nous aider à comprendre cela. Premier, création de plus d'emplois. Ça, je mets ça pas. Deuxième, protection du pouvoir d'achat des ménages. Dites-moi un peu, le peuple congolais, vous qui nous suivez, par quel mécanisme l'État congolais protège le pouvoir d'achat? Déjà, le Congolais, il n'a pas un salaire qui lui permet de dire que le peuple congolais a le pouvoir d'achat. Le salaire qu'on paye un militaire, ça ne lui permet déjà pas de payer un loyer, ça ne lui permet pas de payer de l'électricité, réchaud des eaux et lier les deux bouts du mois. Déjà, il y a le pouvoir d'achat, on ne peut même pas parler du pouvoir d'achat, du fait que les Congolais moyens n'ont pas de salaire. Il n'a pas de salaire. Comment vous payez quelqu'un
aujourd'hui des 50 000 francs congolais et vous dites qu'il a un salaire et on va améliorer son pouvoir d'achat, on va améliorer le pouvoir d'achat des ménages. Comment? Dites-moi un peu par quel mécanisme? Hein? C'est honteux vraiment. J'ai pitié pour les Congolais. Battez-vous pour votre liberté, battez-vous pour votre avenir parce que ces dirigeants ne peuvent rien vous donner. N'attendez rien de ces gens-là. Ils ajoutent en stabilisant les taux d'échange. Donc pour eux, pour qu'ils puissent réussir la protection du pouvoir d'achat, ils doivent stabiliser les taux d'échange. Je suis d'accord. Une fois de plus, là, je suis d'accord. Mais maintenant, par quel mécanisme l'État va stabiliser les taux d'échange? C'est ça la question la plus importante. C'est très très important. Parce que les taux d'échange, c'est tout un chapitre dans l'économie qu'on appelle les régimes d'échange. Et les taux d'échange, les régimes d'échange, c'est un choix que tout pays fait ou un groupe de pays. Je prends un exemple concret. Lorsqu'on parle de zone franc, c'est-à-dire tous ceux qui utilisent les francs CFA, c'est presque une quinzaine de pays. Mais ils sont dans une zone monétaire où ils utilisent cette monnaie-là. Mais maintenant, les taux d'échange dans cette monnaie-là, dans cette zone-là, elle est déterminée par les choix que ces groupes de pays-là ont fait. Les choix, c'est quoi? Les choix, c'est de choisir, parce qu'il y a des sortes il y a des sortes de cours d'échange en fait. Il y a les taux d'échange fixes et les taux d'échange flottants ou flexibles. Les taux d'échange fixes, c'est que lorsqu'il y a l'inflation, ce qu'on appelle chez nous communément dollar et mati. Donc ceux qui dollar et mati, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il y a l'inflation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Dépréciation de monnaie nationale. Ils font quoi? Leur banque, la banque monétaire de la zone commune, par exemple ici en Europe, la BCI, la Banque européenne, va intervenir pour baisser les taux d'échange. Et maintenant, si vous n'êtes pas dans une zone commune, comme zone monétaire commune comme la RDC, nous avons notre propre monnaie, nous avons notre propre économie. La monnaie, c'est le thermomètre de l'économie. La monnaie ne peut pas être stable seul. Il dépend en fait de l'économie. Parce que lui, c'est l'indice. Comme je l'ai dit, le terme le mieux précis, c'est que la monnaie, c'est le thermomètre. Donc pour savoir que votre économie, elle est bonne, elle est puissante ou elle est faible, on va savoir cela par rapport à la monnaie. Mais maintenant, comment stabiliser les taux d'échange dans la zone qui est comme la nôtre? Déjà, comme je l'ai dit, que nous n'avons pas choisi les taux d'échange fixes parce que nous ne sommes pas dans une zone monétaire. Mais aussi parce que nous n'avons pas une économie forte. Comme notre économie elle est faible, nous ne pouvons pas, déjà nous n'avons pas de réserves suffisantes pour choisir l'économie, le taux d'échange fixe. Donc nous sommes dans une zone où nous avons choisi les taux d'échange flexibles ou flottants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'échange utilisés sur le marché, elle n'est pas dictée par la Banque centrale. Donc, si communément, comme on dit, non dollar et mati, bon, la Banque centrale congolaise, elle ne peut rien faire sur le marché. La banque ne peut pas venir, non, à partir de maintenant, comme le taux est à 28, moi je veux que ça soit à 25. Voilà, je vous donne autant. Non. Ce n'est pas son rôle. Allez vérifier.
Alors, maintenant, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes dans la zone où nous avons choisi les taux d'échange flottants ou flexibles. Flexible, c'est-à-dire que lorsque nous avons l'inflation et tout consort, on laisse le taux d'échange trouver l'équilibre elle-même à partir de la loi qu'on appelle communément à l'économie, loi de l'offre et de la demande. Donc, cette règle-là nous démontre que lorsque la demande elle est forte et que l'offre est faible, il y a inflation, il y a augmentation du taux d'échange. Lorsque la demande elle est faible et que l'offre est élevée, là, il y a déflation. Voilà ce que nous avons choisi en République démocratique du Congo. Donc soyez un peu exigeants à vos dirigeants, qui ne viennent pas vous tromper avec des programmes pareils, dire que non, nous allons allouer 92 000 milliards pour stabiliser les taux du dollar. Non. Déjà, le gouvernement, la Banque centrale, n'a pas de mécanisme, comme je vous ai dit, n'a pas de mécanisme pour venir stabiliser les dollars. Mais le seul mécanisme qui s'offre au gouvernement pour stabiliser les taux d'échange chez nous, c'est qu'il doit bâtir une économie forte. C'est quoi une économie et comment ça fonctionne pour que la monnaie soit stable? Aujourd'hui, la RDC, nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire que nous sommes en train de dépendre de l'extérieur. Nous faisons que des importations. Si vous posez la question même aujourd'hui aux directrices de la Banque centrale du Congo, posez-lui la question, les réserves d'échange que nous avons, ça peut tenir pendant combien de semaines pour les importations? Elle vous dira que les réserves d'échange que nous avons ne peuvent tenir que pendant 3 semaines pour faire des importations. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque tous les opérateurs économiques que nous avons au niveau de la RDC, lorsqu'ils viennent, qu'ils vont en Chine, aux États-Unis, partout dans le monde entier, acheter des biens et services, ils achètent ça en dollars ou en devises, en monnaie étrangère. Et quand ils reviennent avec en RDC, ils vendent en francs congolais. Nous savons déjà qu'il y a une loi comme ça qui dit qu'ils doivent vendre leurs marchandises en francs congolais. Maintenant, quand ils terminent à vendre leurs marchandises en francs congolais, ils doivent retourner en Chine pour faire encore des commandes. Mais maintenant, ils ne vont pas ramener les francs congolais. C'est là où les problèmes se posent. Ils doivent maintenant ramener du dollar. Comme ils sont des opérateurs économiques agréés, qui ont la licence des importations et tout consort, lorsqu'ils mettent leur argent en banque, dans les banques commerciales, ils vont acheter les dollars. Et la Banque centrale, qui parfois a des réserves d'échange, a l'obligation aussi de vendre des réserves d'échange aux banques commerciales. Parce que c'est la règle. Toi, tu nous obliges de vendre en francs congolais dans ton pays. Mais nous, on doit encore rentrer à l'étranger pour acheter des marchandises. Mais cette fois-là, on doit ramener des dollars. Donc, tu es obligé de nous vendre des dollars. Comme la Banque centrale est la banque des banques, elle ne va pas vendre les dollars aux commerçants. Mais puisque ces commerçants-là ont des licences qui ont été agréées par les ministres des Finances, les banques commerciales vont leur vendre des dollars. Et les banques commerciales vont se ressourcer à la Banque centrale. C'est comme ça que ça se passe. Et quand ils vont prendre cet argent, ils vont en Chine, ils vont encore acheter, et ainsi de suite. Et maintenant, où se posent les problèmes? Les problèmes se posent quand les commerçants vendent leurs marchandises, ils arrivent dans les banques commerciales, les banques commerciales les paient des réserves qu'ils ont, ils ne peuvent pas vendre le tout parce qu'eux aussi font le commerce de l'argent. Ils vont vendre un peu. Et la Banque centrale, s'il n'a pas assez de réserves, elle n'aura pas réellement grand-chose à faire là-dessus.
Et à ce moment-là, les commerçants ont l'obligation de se ressourcer dans les marchés parallèles, comme le cambiste et tout consort. C'est ce qui fait que dans les rues de Kinshasa, quand vous circulez, vous verrez toujours des cambistes qui affichent des tickets où il y a des prix élevés pour l'échange des monnaies. Voilà un peu un petit détail. Mais si notre gouvernement veut que les Congolais ou les commerçants congolais puissent quitter dans cette dépendance, il faut qu'on bâtisse une économie. Maintenant, comment on doit bâtir une économie? C'est juste qu'il faut quitter l'économie extravertie, une économie qui nous pousse à dépendre de l'extérieur. Nous devons construire. Nous devons d'abord produire, c'est-à-dire produire ici chez nous, comme nous produisons le cuivre. Après l'avoir produit ce cuivre, on doit les transformer chez nous. On crée des usines de transformation. On produit du riz chez nous. On cultive les riz. On ne les importe plus. Ça veut dire que là, nous n'aurons plus recours au dollar pour aller acheter du riz. Et le travail va se faire seulement au niveau des agriculteurs et les consommateurs. C'est-à-dire les consommateurs, ils ont les francs congolais. Les agriculteurs, ils amènent le riz. Ils vendent leur riz et puis c'est tout. Le circuit, il est national. C'est ça en fait. Nous devons bâtir notre économie à partir de nos propres ressources. Nous devons produire des biens et services dans notre pays. Les peu de choses que nous pouvons importer pour un peu plus de diversité dans les consommations, ça ne nous amènera pas à créer des crises de réserves d'échange dans nos banques. Voilà un peu la solution pour quitter cette étape-là. Qu'on ne vienne pas avec des programmes démagogiques dire que non, ils vont créer plus d'emplois, protection du pouvoir d'achat et des ménages, stabilisant les taux d'échange. Ça, c'est mensongère vraiment. C'est vraiment mensongère. Je ne peux pas croire qu'une dame qui a travaillé à la pénible peut donner un tel programme. Ça, je crois que c'était Chilombo qui le dictait ce programme-là. Parce que lui, dans sa tête, c'est vide. Il ne comprend absolument rien. Il ne sait pas c'est quoi l'économie. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Et il vient avec des discours politiciens. Voilà. Une fois de plus, chers compatriotes, je m'arrête pas ici. Sauf que je rappelle juste un autre point très important pour moi. Peut-être pour vous aussi, parce qu'aujourd'hui le Congo il est agressé. Et moi je ne peux pas croire comment on doit oublier ce secteur de la défense et la sécurité nationale. Déjà quand on parle d'un État, si M. Tshisekedi dit il est le chef de l'État, il doit se poser des questions. Il est le chef de quel État? Déjà pour être chef de l'État. Oui, je suis d'accord, il est chef de l'État. Mais maintenant, chef de l'État, il faut qu'il y ait un État. Et cet État qu'il a hérité le 24 janvier 2019, cet État était de 2 345 000 km². Mais aujourd'hui, si on enlève Bunagana, on enlève Kichanga, on enlève Rutshuru, on enlève. Finalement, je ne sais pas. Moi, je n'ai plus de précision. On aura réellement combien de km². Donc, j'ai un peu de soucis par rapport à ça. Parce que je me dis que les chefs là qui devraient être les chefs de notre État, peut-être il n'est pas consciencieux, il n'est pas aussi responsable de comprendre que notre État, il n'existe plus. Son existence est en danger. Déjà avec les montants qu'ils ont alloués pour les 5 prochaines années,
ça m'a fait regretter du fait que les prévisions pour l'aménagement du territoire sont supérieures à celles allouées à la protection du territoire national et la sécurité de personnes et leurs biens. Voilà un petit détail très important pour terminer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et ça ne fait que commencer. On ne manquera pas de vous amener encore d'autres numéros qui vont nous aider à comprendre comment votre pays est dirigé. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les Congolais pour les 5 prochaines années? Regardez un peu les peuples des autres pays, comment ils sont en train de prendre leur maturité, comment ils sont en train d'évoluer par rapport à tout ce qu'ils font. Apparemment, les autres, quand ils font les élections, ça leur permet d'avancer. Mais chez nous, lorsqu'on fait des élections, en fait, ça nous aide à reculer. Ça nous aide à reculer, soit à mâcher les pas, soit à ne rien faire. Tout le monde a vu hier le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso. Il est en train de dormir au préchoir. Les jours où on est en train d'investir les gouvernements, pour lui, il vient trouver sommeil à la préchoir de l'Assemblée nationale. Ça, c'est vraiment scandaleux. Nous ne sommes pas exigeants, nos peuples. Et les dirigeants, ils ne comprennent, ils ne sont pas prêts à céder face à la pression citoyenne. Parce que dans certains pays, lorsque tu fais quelque chose de pareil, et c'est un scandale, ça passe dans les médias, dans les réseaux sociaux, et on en parle, et puis à la fin, le monsieur démissionne. Parce que si et seulement si tu es là, si et seulement si que tu es élu du peuple, et que ce peuple-là qui t'a élu n'est pas content de ton travail, n'est pas content de tes agissements, tu dois te démissionner. Tu ne peux pas servir le peuple par force. Voilà. Nous, on a fait des élections pour avoir des nominations. Des nominations aujourd'hui qui sont illégitimes, comme je l'ai dit. On nous crée encore un gouvernement illégitime. On a un président illégitime. Et tout ce qu'ils vont créer au cours des 5 prochaines années, c'est enrichir l'illégitimité. Voilà ce que nous sommes en train de construire. Et en lingala, on dit si ceux qui ont l'onimo pépé, on ne peut rien attendre de ce gouvernement et de M. Tshisekedi. Battez-vous, vous savez, notre constitution est parmi les constitutions les plus innovantes. Malgré, comme on sait, il faut changer, non, c'est faux. Pourquoi on doit changer? Pour quelle raison on doit changer la constitution? Tout est prévu dans cette constitution, sauf qu'elle n'est pas appliquée à bon escient. Sinon, il n'y a rien à changer. Nous avons l'article 64. C'est-à-dire, cet article, ça vous permet, vous, le peuple primaire qui avez donné votre suffrage aux irresponsables. Et ces irresponsables-là, vous pouvez vous débarrasser d'eux à tout moment en utilisant l'article 64. Vous vous levez tôt le matin pour vous récupérer le palais du peuple. Parce que c'est un palais du peuple. Ce n'est pas un palais pour Mbosso. Ce n'est pas un palais pour Kamir. Ce n'est pas un palais pour qui que ce soit. C'est le palais du peuple. Ce n'est pas pour Tshisekedi ni aussi pour sa famille. Donc, tant que le peuple sera conscient des enjeux, tant que le peuple sera impliqué, tant que le peuple sera exigeant, les choses vont évoluer dans ce pays. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'était aussi un essai de lancement de notre premier numéro parmi tant d'autres qui vous s'en suivront. Et je vous remercie pour